Bonsoir très chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez de Libreville, vous nous suivez du Canada, Paris, vous nous suivez partout dans le monde à Kinshasa, Walungu, Goma, Bukavu, Ituri. Soyez le bienvenu dans votre magazine Deadline, votre magazine socio-politique qui vous décortique les événements sociopolitiques qui se déroulent partout dans le monde. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler de la participation de la femme au processus électoral en RDC pour l'année 2018. Est-ce une capitalisation pour la femme ou peut-être un rendez-vous manqué? Et pour en parler sur ce plateau, je reçois pour vous une activiste genre chevronnée que je vais saluer. Bonsoir Annie Modi. Bonsoir Monsieur Sephorin Katende. Annie Modi est la directrice exécutive de l'ONG Afia Mama, expert en question genre, avec elle nous allons parler de la participation de la femme dans le processus électoral. Annie Modi, quand on parle de la participation au processus électoral de la femme, qu'est-ce que nous devons comprendre? D'abord, je commence par vous remercier pour l'invitation à cette émission Deadline. Merci. Qui arrive vraiment au moment où nous sommes dans les deadlines de notre rendez-vous électoral, qui est un droit civique et une opportunité pour le peuple de se choisir leur leader au niveau législatif et exécutif. Quand on parle de la participation politique de la femme en RDC, ce qu'il faut tout simplement retenir, c'est la participation de tous les citoyens en âge de voter ou de représenter le peuple dans le Parlement ainsi que dans notre pouvoir exécutif. Et donc, il n'y a pas une différence entre un homme politique et une femme politique ou un électeur femme ou homme, puisque nous sommes tous d'abord êtres humains avant d'être une femme ou un homme. Partout dans le monde, c'est ce combat, surtout pour nous l'Afrique, ce combat de reconnaître la place de la femme sur le plan politique, économique, social, capitaliser son apport dans la société, d'où cette contribution dans tout ce qui est égalité de sexe, dans l'accès aux ressources. Et d'entrée de jeu, pour que le téléspectateur puisse comprendre les bases de nos échanges par rapport à la participation de la femme au processus électoral en RDC, qu'est-ce que nous comprenons par égalité de sexe? D'abord, il est important de noter ici que ce que nous militons, c'est l'égalité du genre, ce qui veut dire l'égalité de l'accès aux opportunités, puisque par rapport au sexe en soi, on sera toujours biologiquement, physiquement différent. Mais par rapport à la jouissance de nos droits, nous avons besoin de beaucoup plus parler de l'équité, parce qu'en ce moment-là, on prend en compte les différences physiques et on met en place un mécanisme qui favorise l'accès de tout le monde de manière égalitaire. Ça, c'est ce que moi j'aime toujours clarifier d'abord avant de continuer, compte tenu de notre contexte socio-culturel où dès qu'on dit l'égalité de sexe, ça porte beaucoup plus au jugement, à la discrimination, au rejet, et ça ne laisse pas la place à une analyse sensible au genre et pour qu'on arrive à développer des mécanismes qui accompagnent l'accès de tout le monde dans tous les processus du développement. Et maintenant, nous sommes dans le processus électoral de notre pays. Et ce qu'il faut retenir, c'est que démographiquement, on estime la population féminine à plus ou moins 52%. Et si on veut arriver à des élections qui soient transparentes, inclusives et apaisées, on ne peut pas ignorer la participation de plus ou moins la moitié de la population de son pays. Et ça vaut aussi pour d'autres. Pourquoi on veut les élections? Parce qu'on veut l'alternance. Pourquoi on veut l'alternance? On veut les gouvernants qui vont être à mesure de gérer les pays de manière à améliorer et à développer les pays. Et donc, on ne peut pas ignorer la moitié de ces ressources humaines lorsqu'on est dans ces démarches-là. Annie Modi, vous avez ouvert une brèche
Sur le plan démographique, à peu près la femme, on estime, à 52%. Et 52% sur le plan ressources humaines, c'est un capital humain à prendre en compte. Exact. En 2006, en 2011, la femme a participé au processus électoral. Nous avons eu des femmes au niveau du Parlement, des institutions, mais plusieurs structures, des femmes, plusieurs structures qui militent pour l'égalité de genre ont dénoncé que la représentativité de la femme n'était pas suffisante. Oui. Et aujourd'hui, grâce au processus électoral, ce capital humain a cette aptitude de pouvoir rebattre les cartes pour qu'elle puisse faire entendre sa voix. Mais aujourd'hui, selon vous, où en sommes-nous? Est-ce que la femme a saisi la balle au bon pour pouvoir faire entendre sa voix dans le processus électoral? Moi, je pense que, suivant l'historique que vous venez de donner de la participation de la femme, je pense qu'il faut faire attention, remonter un peu plus avant les élections de 2006. Parce que n'oublions pas qu'on est une démocratie très jeune, un pays post-conflit avant 2006. Et donc, on doit d'abord commencer à parler de la participation de la femme dans le processus de consolidation de la paix, des négociations de Sun City, où nous avons nos mamans, nos aînés, nos tantes, nos grandes sœurs qui ont participé à ces processus. Parce que c'est ces processus qui amènent au gouvernement 1+4 et c'est ces processus-là qui amènent au référendum et on a une première constitution amendée qui nous amène aux élections. Donc les femmes ont toujours joué un grand rôle. À quel niveau se situe le problème de la sous-représentation des femmes? Moi je pense que, j'ai dit toujours ça parfois, au début je le disais en riant, mais là ça devient un peu plus sérieux. Les seuls points où toute la classe politique masculine se met d'accord, où l'opposition radicale et la majorité au pouvoir se mettent d'accord, c'est pour discriminer les femmes, c'est pour l'exclusion des femmes. Et ça, on le voit très bien dans le processus de l'adoption de la loi électorale. Puisque la première chose qui devait assurer la croissance des chiffres ou des statistiques des femmes, c'était d'abord notre loi électorale qui devrait, en son sein, mettre une clause qui forcerait les partis politiques à avoir au moins, je dis bien au moins 30%. En ce moment-là, la question de la constitutionnalité ne devrait pas se poser. Qu'est-ce qui se passe? La loi électorale n'impose pas les partis politiques à mettre les ressources pour préparer les femmes de leurs partis politiques. Je vais arriver aux associations parce qu'on a tendance à laisser la participation politique de la femme comme une responsabilité seule de nous, de la société civile, qui militons pour le droit de la femme et le genre. Non, c'est une responsabilité de toute la classe politique premièrement. Les partis politiques de l'opposition comme de la majorité devraient investir un peu de temps, des ressources, des efforts pour augmenter les capacités des femmes qui sont déjà dans les partis politiques. Parce que nous savons que beaucoup de femmes ne sont pas dans les partis politiques, nous sommes dans les églises et dans les associations. Mais il y a quelques femmes qui sont dans les partis politiques. La majorité des partis politiques n'investissent pas dans leur renforcement des capacités. C'est dans la société civile que ces femmes se forment. Et donc là déjà, on a un problème au niveau du cadre légal par rapport à la loi électorale qui n'impose pas le respect de la parité et qui ne met pas en place un mécanisme progressif de dire on peut commencer le minimum de 30%. Là, toutes les listes des regroupements, les leaders des regroupements allaient fournir un effort d'avoir au moins 30% de femmes. Ça, c'est déjà un premier problème. Deuxièmement, nous avons un problème. Sur un peu plus de 500 partis politiques que nous avons moins de 10% des partis politiques qui ont les femmes en leur tête. Ça, c'est aussi un problème. Donc, on ne peut pas espérer qu'il y ait beaucoup de listes
déposé à la CENI qui aligne plus de femmes, alors que nous savons très bien que la politique chez nous, elle est dominée par les hommes. La troisième chose, c'est aussi cette sorte de discrimination à l'intérieur des partis politiques. Nous sommes apolitiques, nous travaillons avec les femmes des partis politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Il y a un problème de discrimination à l'intérieur des partis politiques qui ne favorise pas l'épanouissement des femmes qui sont déjà dans le parti politique. Et avec ça, il y a aussi une sorte de découragement pour celles qui ne sont pas en politique d'y entrer. On est dans un contexte socio-culturel qui a beaucoup de préjugés sur les femmes qui sont dans le parti politique ou les femmes publiques. De manière générale, on taxe les femmes qui sont en politique de tous les mots. Et ça fait en sorte que les femmes n'évoluent pas trop en politique. Mais il y a quelques femmes qui ont les compétences, qui ont les capacités, qui ont la volonté et qui ont des partis politiques pour avancer. Mais une autre chose chez nous, la politique de financement des partis politiques. Est-ce que c'est vraiment en application? Ça, c'est un autre problème parce qu'on a besoin des ressources financières pour être politiquement active. Et comme vous et moi, nous le savons, de manière globale, il y a les exceptions, mais de manière globale, les femmes n'ont pas une forte capacité financière pour leur permettre de se maintenir sur la scène politique au même pied d'égalité que la majorité des hommes qui ont pendant longtemps été soit aux affaires, comme on l'a dit couramment ici, et qui ont pu se faire des économies. Et nous les constatons. Beaucoup de partis politiques sont présidés par des citoyens qui les ont créés après qu'ils ont été ministres ou députés, après qu'ils ont quitté un parti politique. Comme quoi, le gouvernement finance indirectement les partis politiques, mais combien de femmes ont souvent été dans nos gouvernements depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui? On n'a jamais dépassé 30%. Annie Maudit, sans t'interrompre, est-ce que le problème ne viendrait pas de la femme elle-même à valoriser son travail au sein des partis politiques? Aujourd'hui, nous l'avons vu, des femmes candidates présidentes qui ont pu donner les montants, réunir les montants de 100 000 $, et à très bientôt, peut-être une des femmes candidates parmi les femmes qui ont déposé leur candidature. Mais est-ce que la femme elle-même ne prend pas conscience? Parce que dans le parti politique, il faut mener des actions sur terrain, mener des actions à la base. Mais ces femmes, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, que vous travaillez avec eux dans des ONG, dans des regroupements, est-ce que vous leur conscientisez à prendre conscience qu'elles peuvent changer? Parce que, à diverses fois, la femme s'est levée pour pouvoir dénoncer, par exemple, sa faible représentativité dans les institutions de l'État. Mais là où les cartes se rebattent, c'est le processus électoral. Nous sommes à la veille des élections le 23 décembre 2018. Tout ce que vous avez remarqué, constaté comme manquement, comme écart, comment combler ce gap actuellement? Ou sinon, même causes produisent les mêmes effets. Exact. Voilà. Au niveau de la conscientisation, nous avons pris conscience. Les femmes ont pris conscience. Mais vous savez, je dis toujours, la femme ne vit pas en solo et en isolement. Nous vivons dans une communauté. Je pense qu'il y a beaucoup plus le travail que tout le monde doit faire à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que on a d'abord un problème de volonté politique. Comme j'ai dit, on a moins de 10% des partis politiques qui sont présidés par les femmes. À un moment donné, si nous prenons quelques pays de l'Afrique où il y a une forte participation de femmes, c'est la volonté politique à la tête du pays.
Et c'est la volonté politique au niveau de la tête, que ce soit au Parlement, au gouvernement. On n'a jamais eu une dame première ministre dans notre pays. Et donc, si à la tête, il n'y a pas une volonté politique, ça ne viendra pas de manière naturelle qu'on encourage les femmes à participer. Pourquoi? Parce que la majorité de nos coutumes, de nos cultures, a réservé à la femme les tâches humanitaires, matrimoniales et sociales. Et à la place de gestion, de gouvernance, c'était réservé aux garçons. Et donc, ça ne peut pas venir de manière naturelle. Il y a d'abord un problème, moi je pense que ce soit vous des médias, nous des associations et les leaders des partis politiques et les leaders d'opinion, qu'on arrête de penser que le problème de participation de la femme, c'est une responsabilité de la femme. Non, c'est un problème de la société. Et l'échec que nous voyons aujourd'hui, c'est l'échec de toute la société congolaise, des femmes comme des hommes. Parce que maintenant, on commence à classer sur le plan mondial le pays selon la représentativité de leurs femmes. On ne dit pas les femmes de tel pays ont échoué. Non, on dit tel pays et à tel niveau de représentativité des femmes. Alors, il y a les efforts que tout le monde doit mettre. Là, je parlais de la volonté politique à tous les niveaux. Et deuxièmement, je parlerai de cette espèce de... je vais dire, de négligence. On pense que c'est un problème des femmes. Ce n'est pas un problème des femmes, pas du tout. C'est un problème de tout le monde. Ça veut dire l'échec, c'est nous partageons cette responsabilité. Comment faire pour essayer de pallier maintenant? Nous attendons aujourd'hui la décision de la Cour constitutionnelle par rapport à la candidature de Mme Marie-Josée Ikofou pour qu'on ait une femme parmi les candidats présidents. C'est déjà ça, parce que deuxièmement, la Cour constitutionnelle aurait dû déjà remarquer que la loi électorale n'avait pas mis en place un mécanisme d'application de la parité pourtant consenti dans la Constitution. Oui, oui. Ça, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas vu ça, ça ne m'étonne pas parce qu'il n'y a aucune femme dans cette cour et donc il n'y a pas d'exemple à donner aux leaders des partis politiques lorsqu'il n'y a aucune femme dans la Cour constitutionnelle qui est la plus haute juridiction. Donc à la Cour constitutionnelle, il fallait qu'on retrouve des femmes. Ça nous montrerait la volonté politique à la tête du pays d'appliquer la loi électorale qui a été promulguée par notre président. Et sa promesse qu'il a donnée à son discours à la fin des concertations. Nous n'avons pas oublié, nous en avons. Maintenant, nous attendons les respects des engagements pris, que ce soit dans le cadre légal, que ce soit dans les pouvoirs discrétionnels des leaders politiques, de notre président, pour que les femmes participent. Encore une fois, je dis, ça ne va pas arriver naturellement. Ce ne sont pas les femmes compétentes qui manquent. Vous et moi, nous connaissons les femmes qui sont à la tête des partis politiques. Je peux en citer quelques-unes. Moi, je connais Mme Angèle Makombo. Nous avons Mme Rita Chitoko. Je crois qu'il y a Mme Thatcher, comme on l'appelle, la première femme à créer un parti politique. Nous avons des femmes compétentes et prêtes à entrer dans cette course-là. Mais est-ce que nous accédons aux ressources de la même manière? Il y a aussi un problème de redistribution des ressources. Ajoutez à cela déjà aussi les problèmes de consensus. Si je ne vais pas essayer de féminiser ces processus, si on veut aller au niveau élever notre débat, que ce ne soit pas femme-homme, mais plutôt le processus de manière générale, il y a beaucoup de débats qui excluent un peu la femme. Nous avons un modèle de gouvernance qui est non adapté à notre contexte socio-politique. Ça, j'ai déjà essayé d'expliquer ça par rapport à notre culture et tout. Et la deuxième chose est que ce soit la classe politique de l'opposition ou de la majorité, ils n'investissent pas beaucoup d'efforts dans l'éducation civique de leur base. Ça veut dire que nous avons beaucoup d'analphabètes civiques, je vais dire. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas trop le rôle, par exemple, du député, c'est quoi.
c'est quoi la différence entre mon représentant au Parlement et un ministre qui est au gouvernement. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas cela. Et maintenant, nous avons l'utilisation des machines à voter. Combien des gens dans le milieu rural vont maîtriser comment il faudra passer à choisir son représentant. Et quand on regarde encore de l'autre côté, on sait que le taux d'analphabétisme chez la population féminine est plus élevé que la population masculine. Ce qui fait qu'à tous les niveaux, en tant que candidate, en tant qu'électeur, il y a beaucoup de défis auxquels la femme doit faire face qui puissent limiter les taux de sa participation dans le processus électoral. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau-ci, nous avons lamentablement échoué. Puisque je suis ni candidat, je vais juste aller voter. Ça veut dire que nous avons tous échoué. Et ce qui reste à faire maintenant, c'est que les recours de la seule femme qui a été introduite à la Cour constitutionnelle soient validés pour qu'on ait au moins une femme parmi les candidats à la présidentielle. Nous savons qu'on n'a que 12% de manière générale des femmes sur l'ensemble des candidats au niveau législatif. On va maintenant plaider, travailler avec les leaders des partis politiques qui essaient de manifester un peu de volonté politique pour investir, appuyer financièrement, techniquement, les candidates qui représentent que 12%, qu'on arrive à faire élire au moins 10% de ces 12. C'est la seule chose qui va essayer de faire en sorte que on ne descende pas à moins de 5% des femmes au Parlement au prochain Parlement que nous aurons après décembre 2013, parce que les taux de participation des femmes de 2006 a baissé 2011, et là les taux des femmes enrôlées même pour aller élire a encore une fois baissé. Donc la seule chose, c'est que nous tous on puisse faire en sorte d'appuyer les 12% de femmes partout pour qu'on arrive à le faire passer. Annie Modi, à vous entendre, c'est encore un rendez-vous manqué, parce que vous avez eu à le dire, parce que ce discours, c'est du déjà entendu. Auprès d'un leader politique masculin, il y a une femme. Vous avez, comment on appelle ça, les femmes à la tête des partis politiques, que ce soit dans la majorité comme dans l'opposition. Vous avez des femmes dans les regroupements politiques avec des postes d'influence, mais ces discours-là, ces femmes sont qualifiées, ces femmes ont la compétence, mais pourquoi pas planifier pour dire voilà, nous allons encore dans un fossé, qu'est-ce que nous devons faire pour changer les choses? Parce que nous sentons comme si, ce n'est pas pour condamner la femme, hein, mais pour les femmes qui sont leaders, ils ne fournissent pas suffisamment d'efforts, je m'explique. Vous avez des femmes qui vont à Dubaï, qui ont un grand capital, qui initient, parce que la femme entreprend naturellement. Mais pourquoi en politique, ça ne passe pas? Je vous ai parlé de l'éducation civique. Je prends une femme comme la secrétaire générale de l'AMLC. Oui. Une femme forte, qui se bat, qui fait bouger les lignes, par exemple. Il y en a aussi, dans le camp présidentiel, des femmes pareilles, des femmes fortes qui font bouger les lignes. Mais pourquoi au niveau de ces femmes, ils ne peuvent pas faire changer les choses? C'est vous qui avez donné l'exemple de la secrétaire générale du MLC. C'est là que je vais revenir à la volonté politique et à la volonté politique, mais aussi aux valeurs socio-culturelles que portent nos leaders et l'insensibilité qu'ils ont par rapport au genre. Ils ont tenu leur assemblée générale, je pense, peu de temps avant le retour du président. Elle ne peut pas s'auto-proclamer candidate pour son parti. Vous comprenez ça? Ça veut dire que c'est au niveau du parti qu'ils auraient dû la choisir comme candidate de leur parti politique, pour qu'au niveau de leur regroupement, qu'elle puisse avoir la chance de s'affronter avec d'autres leaders de leur regroupement et qu'elle sorte candidate de leur regroupement.
C'est à ce niveau-là que j'ai dit que c'est un échec qui est collectif. Parce que en tant que femme, je vais rentrer un peu en arrière. En 2015, avec le mouvement Rien sans les femmes venues de l'Est sont venues à Kinshasa. À Kinshasa, nous nous sommes mobilisés. Nous avons récolté plus de 200 000 signatures que nous avons déposées entre les mains du président de l'Assemblée. C'était déjà pour essayer de prévenir qu'on puisse insérer dans la loi électorale une clause qui imposerait aux partis politiques de respecter la parité en mettant un mécanisme qui mettrait le minimum qui pouvait être acceptable. Et donc, c'est juste pour essayer de vous montrer les efforts que nous avons fournis. À ce niveau-là, au Parlement, nous avons moins de 10% des femmes qui sont toutes sorties le jour où on était en train de voter pour la loi électorale en vigueur. Ça veut dire que, encore une fois, la seule chose qui réunit les hommes, c'est quand il faut exclure la femme. Mais l'exemple que vous avez donné, ça montre parfaitement bien les défis au-delà des paramètres que les femmes nous pouvions gérer. Et puis n'oubliez pas les élections de 2018. C'est dans un contexte vraiment particulier. Ça veut dire qu'en 2006, en 2011, il n'y avait pas des regroupements, il n'y avait pas aussi le problème des seuils qu'il fallait atteindre pour que votre victoire que votre candidature soit considérée, que ça passe à la prochaine étape. Ça vient s'ajouter aux défis traditionnels que nous avions déjà. Donc c'était même devenu très difficile maintenant pour une femme de se dire, bon, ok, comme il n'y a pas de volonté politique pour les hommes dans les regroupements, comme il y a moins de femmes, des partis politiques qui sont présidés par les femmes, pour qu'il y ait des femmes qui viennent se présenter à l'indépendante, par exemple. Parce que les défis d'essai allaient encore être un autre problème. Et donc, oui, je pense qu'avec tous ces paramètres-là, oui, c'est un échec, mais qui est collectif. Ce n'est pas l'échec de la femme, parce que sur le plan international, la RDC a signé les traités, a ratifié des instruments qui poussent la RDC à mettre des mécanismes en place qui fait la promotion de la participation de la femme. Nous avons la résolution 1325 par exemple, nous avons les secrétariats permanents de cette résolution 1325, mais je vais vous dire que ce secrétariat n'a pas de budget. Et pourtant, avec cette résolution, on parle de 3 P. Il y a la participation de la femme dans la consolidation de la paix et aussi les processus électoraux. Ça fait partie de ces mécanismes-là qui fait en sorte que la transition de pouvoir soit apaisée et donc qui évite les conflits. C'est l'échec collectif, j'ai dit ça avant, mais les hommes ne doivent pas se frotter les mains en disant que les femmes ont échoué, les femmes ne votent pas pour les femmes. Nous avons tous échoué en ce sens que nous n'avons pas éduqué la population, nous n'avons pas valorisé les compétences des femmes que nous avons au sein de nos partis politiques. L'exemple que vous avez donné, ça illustre parfaitement bien les défis auxquels les femmes compétentes font face. La femme a toujours été compétente. Nous croyons fermement à l'implication de la femme pour faire changer les choses dans ce pays. Mais quel est le nouveau langage que nous devons adopter tous? Parce que nous avons besoin d'une nation forte où les femmes et les hommes ensemble dans une même vision. Or, cela peut devenir réel si la volonté politique est de la femme et de l'homme et de s'unir et affronter les vrais défis dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la culture, dans tous les domaines, vais-je dire. Mais ma question est celle-ci. Aujourd'hui, en 2018, est-ce que la femme a cette capacité de s'inscrire dans l'histoire pour changer l'histoire de la RDC? Vous savez, moi je pense que vous avez votre réponse.
Ce n'est pas aujourd'hui. Kim Pavita n'est pas de ma génération. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui se sont déjà inscrites dans l'histoire de ces pays. Et je suis toujours émerveillée par votre implication dans la promotion du genre, parce que c'est déjà une bonne pratique. Moi, je pense que la première chose que je dirais aux leaders de tout le domaine, c'est d'abord de s'informer sur le genre. Le genre, ce n'est pas la femme. Je pense que les hommes dans notre communauté ont les craintes que nous devons les aider à clarifier. Et je pense que aussi longtemps que la grande majorité des élites vont considérer que le genre c'est une question de la femme, on est en train de louper les rendez-vous du développement et on a échoué lamentablement aux OMD, les objectifs millénaires de développement. Nous sommes en cours des ODD, les objectifs de développement durable, et donc nous risquons encore une fois d'être les derniers si nous considérons que les genres c'est la femme. Moi je pense qu'on doit considérer plutôt que nous avons 52% des capital humains. Nous devons investir et nous assurer qu'il y a l'intégration, la participation de ces capitales humains-là dans toutes les initiatives. De cette façon-là, on va peut-être voir les choses autrement. Dire que si je suis en train de... C'est un peu comme si tu as sémé, tu veux aller récolter avec une main. La main gauche en plus. Tu ne veux pas utiliser la main droite. Mais la vitesse à laquelle tu vas récolter, la pluie va te trouver là et donc tu auras gaspillé les efforts pour ne pas moissonner le fruit de ton travail. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je pense que cette fois-là, c'est pas une question de conscience. Moi je pense que c'est une question de motivation. C'est que je vais demander juste que les femmes que nous sommes, nous puissions pas toutes nous cacher dans la société civile. Nous sommes nombreuses dans la société civile, nous sommes nombreuses dans les ONG. Il est temps que nous puissions quitter la société civile, du moins pour celles qui ont les ambitions de gérer dans l'exécutif ou d'arriver à participer dans les législatives. Nous devons quitter la société civile, quitter les associations pour entrer dans le parti politique ou alors créer des partis politiques. Parce que ça, s'il y a quelque chose que je ne vais pas condamner, c'est parce que les partis politiques ne nous ont pas montré de bons exemples. Il y a rien qui peut motiver quelqu'un à partir vers quelque chose qui ne marche pas bien. Mais alors maintenant, c'est que nous puissions nous prendre la conscience que dans la société civile, nous n'échangeons pas les choses, nous n'avons pas les pouvoirs. Oui, nous éduquons, oui, nous formons, mais nous ne pouvons pas changer les choses si nous restons toutes dans la société civile. Que celles qui ont les ambitions de gérer passent de la société civile, des ONG, des associations, vers les partis politiques ou créent les partis politiques. Donc il faut plus de femmes dans la politique. Exact. Ça sera la chose qui va changer. Parce que si nous avons aujourd'hui beaucoup plus de femmes dans les comités directeurs des partis politiques, nous aurons beaucoup plus de chances de faire passer les femmes à la tête de nos partis politiques. Et donc, même s'il y a les CEI ou il y a les regroupements en 2023, je pense, on aura la chance d'aligner beaucoup plus de femmes. Et ça, c'est un travail que nous devons commencer de maintenant, dès lors qu'on a validé, comme j'ai pris, qu'on valide la candidature de Madame Ikofu, on commence déjà à éduquer les femmes, à essayer d'identifier les ambitions de celles qui sont avec nous dans la société civile et accompagner celles qui peuvent créer les partis politiques ou celles qui peuvent rejoindre les partis politiques pour qu'en 2023, on ait beaucoup plus de femmes dans le parti politique que dans la société civile, ce qui est le cas aujourd'hui. Lorsque je l'ai appris, j'étais vraiment triste, surtout pour Madame Angèle Makombo, une femme forte, et qu'elle avait pu réunir les 100 000 $, mais c'était un peu en retard. Hein. Donc, qu'est-ce que tu peux dire des femmes fortes, par exemple, comme Madame Angèle Makombo, qui manquent, je peux dire, par un fait de sort, hein, un grand rendez-vous pour la femme? C'est vrai que personnellement, ça m'a fait mal. Parce que voilà une femme que depuis que je connais en 2013, s'est préparée. Et pour ces élections-là, c'est dommage
par les défis de l'accès aux ressources, qu'elle n'ait pas pu déposer sa candidature à temps. Mais à mon avis, je pense que ce n'est pas un rendez-vous manqué, parce qu'aussi longtemps qu'on vit, il y a de l'espoir. 2023 n'est pas aussi loin. Nous connaissons les gens beaucoup plus âgés qu'elle ne sera en 2023 qui gèrent les pays. Moi, ce serait que nous allons continuer. Cette fois-ci, on a appris une bonne leçon. Ça veut dire qu'il faut informer à temps quels sont ces défis, quelles sont ces ressources, et compter sur la solidarité de la communauté et la solidarité féminine à mener les campagnes pour faire en sorte que les candidates compétentes comme elle, que nous puissions récolter les fonds à temps pour l'accompagner à déposer sa candidature. Donc ça, c'est un conseil pour celles qui ont l'ambition de passer de déposer leur candidature à 2023, de présenter leurs défis à temps pour laisser aux personnes de bonne volonté qui veulent voir une femme à la tête du pays, parce que les hommes ont échoué. Depuis avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous allez m'excuser, on n'a pas une femme à la tête du pays, ni comme président, ni comme premier ministre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas attribuer ou partager la responsabilité de l'état dans lequel se trouve le pays aujourd'hui avec les femmes. On ne partage pas avec vous cette responsabilité, parce que même au niveau de l'instabilité, des conflits et tout, il n'y a aucune femme qui est à la tête d'un groupe armé. Donc c'est encore une fois la responsabilité des hommes. Il est temps maintenant que vous vous donniez la chance. Mais auprès de tous ces hommes, il y a une femme, soit une mère, une sœur, une femme. Partager les échecs. Vous voulez dire qu'il y avait des femmes à côté. Il y avait des femmes à côté. Mais quand il faut partager les ressources, c'est les hommes qui sont bien pour gérer. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez été à la tête, prenez la responsabilité. Mais maintenant, accordez-vous la chance, accordez à la communauté congolaise la chance d'avoir une femme à la tête de ces pays, d'avoir une femme Premier ministre par exemple, et voir avec l'instinct maternel et la compétence qu'est-ce que ça peut donner. Parce que vous l'avez dit, que le même cause produise les mêmes effets. Ça veut dire qu'un autre homme à la tête de ces pays, un autre homme Premier ministre, ça va produire les mêmes effets, ça sera, on va contester. Je vous dis, c'est comme ça que ça marche en Afrique, entre les hommes. Ils contestent avant les élections, ils vont contester pendant les élections. On aura deux personnes qui vont prêter serment les jours même. Après, il y aura l'instabilité et ça va continuer, ça va retarder les élections de 2023. Alors, essayons de travailler avec une autre catégorie et voir ce que ça donnera. Annie Maudit, vous parlez maintenant de l'alternance du genre, c'est ça? On doit passer à l'alternance du genre. Bien ça n'a rien à voir avec la compétence si on doit aller dans l'alternance du genre. Je ne parle pas que le genre. J'ai bien dit la compétence plus l'instinct maternelle. J'ai commencé par la compétence, ça veut dire que j'ai bien mesuré mes mots. Je ne dis pas qu'il faut n'importe quelle femme, vous me connaissez, je fais la promotion du genre, mais l'excellence font partie des principes que j'observe. Je suis très regardante dans la qualité du travail. Et donc, c'est pour ça que j'investis beaucoup d'efforts dans la formation des plus jeunes, pour qu'on ait demain les femmes compétentes qui seront à mesure de faire la compétition avec les hommes. Annie Maudit, terminons par une note d'espoir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans le magazine Deadline? Moi, je pense que ce que nous devons retenir, c'est que en tant que communauté, en tant que pays, nous avons échoué dans la mise en œuvre de la résolution 1325, dans la mise en œuvre de la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, dans l'application de la Constitution qui consacre la parité et dans l'échec de l'application de la loi portant mise en œuvre des droits de la femme et de la parité. Et donc, apprenons des leçons. Si longtemps que nous vivons, il y a de l'espoir. Nous croyons fermement que les 12% des femmes inscrites vont tous passer et nous nous préparons dès maintenant pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes candidates aux élections de 2023. Merci Annie Maudit. Merci M. Séphorin. Nous avons reçu pour vous Annie Maudit. Elle a analysé la participation de la femme au processus électoral, les défis, les enjeux.
Merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro. Ciao.